Juste un petit problème technique. Ça devrait être réglé bientôt. Et donc, ça y est, nous sommes de retour. Merci. Donc, je disais, en Amérique centrale, nous avons 9,6% d'hommes et 9,7% de femmes. Donc, pour continuer toujours, pour vous donner un petit peu les idées, où s'établissent ces femmes et ces réfugiés femmes? En Ontario, 40%, 40% de tout le total de l'immigration se fait en Ontario à 40%. Toronto, 31%, 31,5%. À Ottawa, nous sommes à 2,3%. Québec, nous avons 20%. L'Alberta 14% et la Colombie-Britannique 14%. Donc on voit un petit peu que de point de vue pour l'immigration féminine, en général tout s'installe surtout dans les grandes régions économiques du Canada. Donc la première région économique du Canada, c'est l'Ontario. Donc ça va se faire un petit peu pareil. Alors, les langages les plus utilisés pour la communauté francophone, vous ne voyez pas le français, mais c'est parce que la langue la plus parlée au Canada, c'est pour les nouveaux arrivants. Ça reste le tagalog, le chinois, le punjabi, le mandarin, l'arabe. L'espagnol, c'est 5,5%, et une légère baisse. Comme vous pouvez le voir, le punjabi et le chinois a augmenté depuis 2010. Donc, pour ceux qui travaillent dans les organismes d'établissement, vous connaissez bien ces statistiques. Toujours pour parler, j'allais dire, des catégories professionnelles. Donc, on va parler un petit peu de tout ce qui est gestionnaire, donc un petit peu cadre supérieur, métier à responsabilité, gestion d'équipe. Pour les hommes, c'est à près de 17,5%. Pour les femmes, c'est à 8,6%. Pour catégorie professionnelle, nous sommes à peu près à 52,5% et à 64,2% pour les femmes. Qualifiés techniques à 21%, près de 22% pour les hommes, et près de 17% pour les femmes. Intermédiaires ou commis, nous sommes à peu près à 3,3%. Donc, toujours on continue un petit peu pour mettre tout le monde sur la même base en matière de statistiques pour faire un petit peu l'état des lieux de la région de l'Ontario et du Canada. Une femme sur 5 n'est pas née au Canada. Près de la moitié des Torontoises sont des immigrantes. La majorité tombe dans la catégorie famille ou économie. Beaucoup d'immigrantes récemment arrivées font partie d'une minorité visible. La plupart gagnent un salaire surtout à temps partiel. Donc ça vient de Statistique Canada. Donc 23% vivent avec un faible revenu par rapport à 16% des femmes nées au Canada. Pour les immigrantes récentes, ce taux monte à 35%. Donc ça aussi, c'est le Conseil économique des femmes qui nous ont donné ces références. Je vous ai mis sur le PowerPoint quelques petites références qui sont quand même assez intéressantes. Vous pouvez y aller si vous voulez un petit peu explorer un petit peu la situation économique des femmes immigrantes du Canada. Oups, encore un petit problème technique. There you go. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Alors, plus de femmes émigrent au Canada que d'hommes. Ça, c'est un petit peu les statistiques que vous avez vues. La catégorie famille compte plus de femmes que d'hommes, signe qu'elles sont peut-être parrainées par des hommes. Moins de femmes, mais tout de même beaucoup, arrivent au Canada pour des raisons économiques. Donc, ça reste quand même un statut, une raison encore très très importante pour la raison d'immigration au Canada. Un pourcentage légèrement inférieur des femmes sont réfugiées. L'immigration compte plus de femmes que d'hommes dans toutes les fourchettes d'âge. Donc ça, c'est un petit peu le cas général pour tout ce qui est immigration. Nous avons plus de femmes que d'hommes. Alors, plus de femmes que d'hommes émigrent depuis l'Asie et la région du Pacifique. La plupart des immigrés et des réfugiés s'établissent à Toronto dans le cadre des communautés francophones Toronto et Montréal. Récemment, nous avons vu
que d'un point de vue statistique, maintenant, il y a beaucoup plus d'immigration francophone en Ontario qu'au Québec. Donc, nous sommes en train d'assister à un shift. Maintenant, de plus en plus de francophones s'installent en Ontario. Un plus grand nombre de personnes qui parlent chinois, punjabi, ourdou, le farsi, le somali arrivent au Canada. Aussi, on a remarqué aussi que de plus en plus de personnes qui parlent français s'installent aussi au Canada. Par rapport aux hommes, les femmes ont moins tendance à s'occuper des postes de direction et plus tendance à travailler en tant que professionnelles. On va un petit peu explorer ça tout à l'heure. On va voir un petit peu les raisons, on va voir un petit peu les causes de pourquoi cette espèce de schématique dans la condition de travail des femmes. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans les catégories qualifiées techniques. Ça aussi, on va voir ça un petit peu tout à l'heure. Donc, évidemment, les métiers techniques restent encore extrêmement masculins. Plus de femmes que d'hommes occupent des postes de commis. Ça aussi, on va voir un petit peu tout à l'heure les raisons pour lesquelles nous arrivons à ce résultat. Et enfin, beaucoup de femmes resteraient au foyer. Toujours pour continuer, maintenant que nous avons vu un petit peu les statistiques, on va voir un petit peu les défis que doivent relever les immigrantes. Donc, tout d'abord, une certaine proportion de femmes pourraient être dépendantes des hommes, soit sous une forme de parrainage ou par manque de travail, sans emploi ou à temps partiel. Donc, on voit aussi que selon les statistiques et selon les remontées d'informations que nous avons eues dans les différents secteurs touchant l'immigration, il y a encore beaucoup de femmes qui restent dépendantes des hommes, soit sous la forme de parrainage, soit sous la forme de manque de travail. Celles qui travaillent touchent peut-être de plus petits salaires puisqu'elles ne vont pas dans le domaine de la gestion ou des métiers spécialisés. Donc, on voit encore beaucoup de ce qu'on appelle des entry level, tous les métiers de commis, les métiers avec des petits salaires à temps partiel, les métiers de vente directe en général, des métiers d'administration, de clerc. En général, ce sont des métiers encore très féminins. Et évidemment, dans tout ce qui est métier de gestion et métiers spécialisés, on ne voit pas beaucoup de présence féminine. Ensuite, les immigrantes professionnelles travailleraient dans des domaines à majorité féminine, évidemment, les soins faits infirmiers, l'enseignement, le travail social, la réadaptation, etc. Mais peuvent toucher des salaires, mais elles vont toucher des salaires raisonnables. Donc, on voit un petit peu, grâce à ces implications statistiques, un petit peu la carte, le paysage professionnel pour les femmes immigrantes et aussi pour les réfugiés. Donc, la grande tendance, ça reste un petit boulot, une certaine précarité de l'emploi, pas beaucoup de présence dans les métiers de gestion et de cadre supérieur. Reste encore les catégories à forte tendance féminine, infirmier, travail social, enseignement, qui est encore évidemment le grand domaine. Avant que je continue, est-ce que tout le monde, pour l'instant, n'a pas de questions ou des petites observations par rapport aux statistiques que nous avons vues? Vous avez la petite boîte de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Non, c'est bon? Parfait. Donc, on va continuer. Alors, tout d'abord, dans les métiers, je vois si j'ai des questions. Non, ça va. Parfait. Alors, continuons maintenant. Parfait. Donc, toujours dans les défis que doivent relever les immigrantes, les femmes s'établissent dans les régions urbaines densément peuplées. Près de 10% des femmes sont des réfugiés et susceptibles de souffrir de symptômes traumatiques. Donc, là aussi, on va un petit peu parler dans ce webinaire d'un sujet qu'on ne voit pas souvent. C'est la femme réfugiée et aussi les symptômes traumatiques correspondant à ces femmes. Donc, on va voir ça un petit peu tout à l'heure. Les femmes provenant de l'Asie, région du Pacifique, de l'Inde, de l'Est et du Moyen-Orient peuvent ou non parler l'anglais ou le français. Donc, on va voir ça aussi tout à l'heure, un petit peu la barrière de la langue, comment ça se passe. Les femmes qui travaillent auraient besoin de services de garde. Donc, il y a plus de besoins
pour permettre aux femmes d'accéder au marché de l'emploi, surtout celles qui sont responsables d'un foyer, celles qui ont des enfants. Et bien souvent, qui dit garde, c'est aussi savoir naviguer le système pour trouver justement des garderies à Toronto ou en Ontario. Et je pense que les mères qui sont présentes dans ce webinaire savent de quoi je parle. Donc, c'est aussi une chose qui est pas très facile pour accéder au marché de l'emploi. Pardon. Alors, celles qui ne travaillent pas, ils sont parrainés, peuvent être isolées ou sujettes à de la violence conjugale sans possibilité de s'en échapper. Donc ça aussi, c'est des informations qu'on a eues qui nous remontent des différentes instances gouvernementales où on voit qu'il y a pas mal de femmes qui sont parrainées qui sont sujettes à des violences conjugales et sans pouvoir pour autant échapper à ce genre de situation. Ensuite, l'ensemble de la population ignore aussi un petit peu ceux qui ont vécu les familles immigrantes et les réfugiés et les problèmes qu'elles doivent affronter, ce qui peut ouvrir la porte à de la discrimination et des préjudices envers elles. Donc, un petit peu pour revenir à ce qu'on disait en matière des défis, par exemple, pourquoi, je vais un petit peu revenir en arrière, pourquoi, par exemple, on voit que il y a de plus en plus de femmes qui touchent ce qu'on appelle les métiers de commis, les niveaux juniors. Ben, par rapport à ça, c'est tout simplement parce que, en général, c'est déjà le marché qui est, j'allais dire, le plus rapide en matière de revenus. Donc, bien souvent, le processus de recrutement est beaucoup plus rapide dans ce genre de domaine. Donc, travailler pour Tim Hortons, travailler pour McDonald's, travailler pour le choix du président ou Loblaws ou ce genre d'emploi est très rapide d'un point de vue processus de recrutement. Donc, bien souvent, il s'agit juste d'un coup de téléphone pour faire le screening, une petite rencontre avec le manager et hop, contrat, ça y est, ça commence. Et bien souvent, la famille migrante ou la réfugiée, bah justement, elle a un besoin d'urgence de trouver un travail. Comme vous le savez tous, pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'établissement, bon, en tout cas, les priorités, c'est logement, travail et l'école pour les enfants. Donc, ça fait partie justement de ces priorités. Donc, bien souvent, il faut que je trouve de l'argent le plus rapidement possible. Donc, ça va commencer par là. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il s'agit évidemment des barrières systémiques, la reconnaissance des diplômes. Donc, bien souvent, nous avons beaucoup de familles migrantes et de réfugiés qui sont qualifiés, qui ont des diplômes universitaires, qui ont des expériences professionnelles de niveau cadre supérieur et cadre. Mais malheureusement, les barrières, le manque de reconnaissance des diplômes, ce genre de choses ne donnent pas accès justement à ce genre de position. Donc ça, c'est une des choses que bien souvent on voit. La deuxième chose, c'est aussi les métiers spécialisés. Tout ce qui est métier spécialisé, c'est quoi ces métiers spécialisés? C'est en général, par rapport au marché de l'emploi du Canada, c'est des domaines qui sont extrêmement en demande. Donc tout ce qui est réfrigération, tout ce qui est contractuel, construction, etc., etc. Tout ça, ce sont des métiers techniques qui sont en forte demande ici au Canada et qui malheureusement peuvent être pour vos clientes un domaine qu'elles peuvent commencer à explorer. Donc, avoir son permis hydraulique pour conduire certains engins, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, beaucoup plus, j'allais dire, point de vue salaire, beaucoup plus intéressant que travail de commis. Et la certification est quand même assez courte. Tout dépend évidemment des corps de métier, mais en général, le processus de recrutement aussi est tout aussi rapide que les autres petits boulots qu'on trouve sur le marché. Donc, ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour vos clients en matière, par exemple, de réfrigération, avoir une certification en réfrigération, en plomberie. Donc, tous ces métiers techniques ont aussi un recrutement assez rapide et un point de vue revenu un petit peu plus élevé que les métiers juniors du marché. Donc ça, c'est une première chose. La certification,
Pas forcément. Nous avons beaucoup de problèmes de reconnaissance pour les immigrantes et aussi pour les réfugiés, de reconnaissance des diplômes. Pas forcément le retour à l'université, recommencer tout le cursus universitaire, mais une certification, par exemple, peut aussi, en tout cas au Canada, est reconnue et peut même avoir une valeur de diplôme si vous avez suffisamment d'années d'expérience. Donc, ça peut être aussi une autre chose pour nos clients. La troisième chose, pardon, c'est la barrière de la langue. Très intéressant par exemple, pour les immigrants, par exemple, la partie anglaise de ce programme, par exemple, nous parlons du Moyen-Orient, de l'Asie, etc., où il n'y a pas de pratique de la langue officielle du Canada. Or, pour les communautés francophones, la spécificité des communautés francophones, c'est que la majorité des immigrantes et des réfugiés des communautés francophones parlent une des langues officielles du Canada. Malheureusement, la réalité du marché, c'est parler une langue officielle, c'est bien, mais on embauche, en tout cas sur le marché de l'Ontario, on embauche des bilingues. Donc, c'est ça le grand challenge. Donc, encore une fois, là aussi, absolument encourager nos clients par rapport au fait qu'ils possèdent déjà une des langues officielles, mais que le but, c'est évidemment de parler les deux langues. Toujours dans la catégorie professionnelle. Donc, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Le travail social, par exemple. Donc, pour quelqu'un qui ne parle pas forcément beaucoup l'anglais, le travail social est assez intéressant. Donc, vous avez un diplôme en matière de travail social, vous avez de l'expérience dans le travail social. Là où ça va être un petit peu plus facile d'accéder par exemple, à ce genre de fonction, c'est que vous avez la possibilité, bien souvent, de travailler avec vos communautés. Donc, bien souvent, on va encourager vos premières langues, les autres langues que vous parlez, pour pouvoir justement communiquer, faire du outreach avec les communautés qui sont ciblées par rapport à vos organismes. Par contre, si vous voulez être infirmière, par exemple, votre niveau d'anglais devra augmenter à ce moment-là parce qu'il va falloir pouvoir lire des prescriptions, faire des réunions, expliquer aux différents clients la technicité ou comment prendre les médicaments en anglais, etc., etc. Donc, on voit bien que la barrière de la langue est quand même quelque chose d'assez, encore une fois, critique et essentiel pour pouvoir accéder au marché de l'emploi ici au Canada, en tout cas en Ontario plus précisément. Ensuite, nous allons parlé un petit peu quels sont d'autres défis. N'oubliez pas aussi que bien souvent, les personnes ignorent ce qui se passe dans la vie des immigrantes et des réfugiés. Donc bien souvent, un petit encouragement de Hong Fu, qui est aussi un petit encouragement de moi, c'est bien souvent éduquer les populations, éduquer les personnes, aussi bien à notre niveau que aussi bien dans notre environnement professionnel, par exemple. Donc, bien souvent, un petit exemple encore, bien souvent, on a des immigrantes qui ne connaissent pas. Par exemple, je suis dans un supermarché et je suis à la caisse et je vois une immigrante qui est un petit peu en train de lutter pour compter l'argent, elle sait pas vraiment ça coûte combien, elle sait pas comment payer. Bien souvent, on voit des réactions dans la queue où les personnes sont assez impatientes, même un petit peu agacées par ce genre de comportement. Or, c'est là où c'est une occasion, une opportunité justement déjà d'aider cette nouvelle arrivante un petit peu à naviguer le système monétaire canadien et aussi pouvoir un petit peu montrer par l'exemple, éduquer les populations et la grande masse canadienne par rapport aux réalités des immigrantes et des réfugiés. Donc ça peut être une première chose. Ensuite, les compétences, les diplômes ne seraient pas reconnus, les obligeant à accepter un emploi inférieur. Donc ça aussi, c'est une réalité de la plupart de vos organismes. Donc c'est là où, comme je le disais, une certification peut être une bonne
une bonne alternative, pas forcément le retour à l'université. S'il y a possibilité, évidemment, de retour à l'université, ça peut être intéressant. Mais en général, un bon compromis, ça peut être une certification qui peut être supportée par des années d'expérience. La barrière linguistique les empêche d'obtenir des emplois mieux rémunérés, ça aussi on l'a vu. Évidemment, plus on est bilingue et plus l'accès à des postes intéressants et aussi à des rémunérations intéressantes qui correspondent au background et aux capacités professionnelles des immigrants et des réfugiés seront accessibles. Ensuite, donc toujours pour la violence conjugale. Donc bien souvent, c'est peut-être aussi des choses auxquelles vous êtes confronté par rapport à vos clients. Donc juste un petit rappel, une Canadienne se fait tuer par un proche tous les 6 jours. Si une femme parrainée avec en main un visa conditionnel de 2 ans s'enfuit pour des raisons de violence conjugale, elle peut être arrêtée et menacée de déportation si son partenaire annule son parrainage. Donc ça aussi, c'est une réalité auquel, par rapport à nos clients, on doit être un petit peu conscient. Elle peut porter la décision en appel pour des raisons humanitaires, mais le gain de cause est incertain. Il n'existe pas de protection automatique contre la déportation lors d'un processus d'appel. Donc, ça aussi, c'est des choses auxquelles vous pouvez un petit peu accéder par rapport à vos clientes. Un petit peu pour ceux qui ont participé à mes workshops des années précédentes, comment reconnaître justement ces signes de dépression, comment reconnaître tous ces signes, pouvoir établir un dialogue avec ses clientes, c'est essentiel. Donc, simplement demander si elle dort bien, si elle mange bien, si tout va bien à la maison. N'oubliez pas que dans votre relation avec votre cliente, ça, c'est des choses en général qu'on peut échanger avec les clientes. Ensuite, alors je suis maintenant... Alors, l'augmentation des tests, de plus l'augmentation des tests linguistiques empêche certaines femmes d'obtenir leur citoyenneté. Donc, n'oubliez pas aussi, ça aussi, c'est un petit peu des facteurs un petit peu déterminants. Portez attention aussi, en ce moment, on parle beaucoup de ça. Ça commence à faire surface, mais ça existe depuis maintenant un petit bout de temps. La réforme de l'immigration du gouvernement. Donc, il y aura pas mal d'impact pour l'avenir de vos clientes. Donc, n'oubliez pas d'en parler. Portez attention aussi à ces changements. C'est toujours une bonne chose pour pouvoir justement informer vos clients et partenaires sociaux par rapport à ça. Donc, parlons un petit peu des problèmes culturels que peuvent causer de l'oppression. Alors, des problèmes culturels, qu'est-ce que ça peut être par exemple? Les mariages forcés, la mutilation génitale ou la polygamie. En quoi ça a un impact? Ça peut être des choses toutes simples, toutes bêtes. Sur le lieu de travail, par exemple, les fameuses 15 minutes break, les 15 minutes de pause. Quand on a forcément des mutilations génitales et qu'on va aux toilettes, ça peut prolonger. Ces 15 minutes ne sont pas forcément suffisantes pour ces femmes. Donc, la mutilation génitale engendre toutes ces difficultés. Donc, bien souvent, ça a un impact. Vous avez dépassé vos 15 minutes de pause et à chaque fois, vous revenez, vous prenez plus que ces 15 minutes. Donc, du coup, pour votre entourage, du coup, pour votre environnement professionnel, surtout pour votre manager, vous êtes quelqu'un de chroniquement en retard, toujours à la bourre, jamais capable d'arriver à l'heure, ce qui a aussi des conséquences sur votre capacité et votre rapport de travail. Donc évidemment, vous ne serez pas forcément quelqu'un sur qui on va donner plus de responsabilités, donc possibilité aussi d'évoluer dans la société et dans la compagnie où vous travaillez. Donc juste à cause de ça, ça a des impacts sur votre parcours professionnel. Et évidemment aussi, je pense que vous aussi, vous serez d'accord avec moi, il n'y aura pas beaucoup d'employés qui ira voir son patron
en disant, ben écoutez, pourquoi je suis en retard tout le temps à cause de ma mutilation génitale. Donc ça aussi, ça a un impact tout simplement sur l'accès au travail, à un meilleur poste, à ce genre de choses. L'accès à des ressources juridiques adaptées aux cultures et aux langues, c'est toujours pas suffisant. Je pense que ça va faire bientôt 3 ans que nous parlons justement du manque de ressources juridiques adaptées aux cultures et aux langues, du manque de capacités culturelles de certaines institutions canadiennes, aussi bien d'un point de vue santé que d'un point de vue juridique. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact assez important sur l'établissement des immigrantes et des réfugiés. Donc pourquoi l'accès des ressources juridiques n'est toujours pas adapté? C'est là où, en tant qu'organisme, nous devons continuer à travailler là-dessus. Beaucoup de femmes ignorent qu'elles peuvent séparer leurs revendications de statut de réfugié de celles de leurs partenaires. Donc ça aussi, c'est aussi très important de pouvoir informer nos clients et pouvoir leur dire quelles sont leurs alternatives. Les femmes sans statut ont peur d'utiliser les services ou d'appeler la police, tout simplement. Donc encore une fois, sans compter, n'oublions pas aussi que celles qui n'ont pas de statut, forcément, elles ont toujours cette peur, cette espèce d'épée Damoclès, de se dire, écoute, on risque de me déporter, ça va me coûter cher. Mais aussi culturellement, le rapport avec la police, le rapport avec les autorités, gouvernementales, non, parce que dans mon pays d'origine, c'est pas forcément la police. Surtout si je suis à statut réfugié, c'est pas la police qui en général est source euh, j'allais dire, de résoudre mes problèmes. Donc ça aussi, c'est un facteur qui est quand même assez important pour les femmes sans statut ou qui sont sur le point d'appliquer pour des statuts de réfugiés. Ensuite, est-ce que ça va pour tout le monde pour l'instant? Ok. On va juste faire un petit retour. Oui, parfait. Donc le partenaire, toujours en parlant des défis, le partenaire peut les empêcher de parler anglais, travailler ou prendre contact avec d'autres personnes. Donc on a pas mal de situations d'isolation où bien souvent le partenaire empêche sa femme ou son partenaire de travailler ou de parler anglais. Donc ça aussi c'est important. Il menace peut-être les femmes de demander la garde des enfants. Ça aussi, évidemment, si la femme ne connaît pas ses droits ici au Canada, donc forcément, et si elle est isolée, ça risque de poser problème en matière de ce chantage. Ils peuvent isoler les femmes de leur communauté culturelle, voire de leur famille en leur traitant de mauvaises femmes et de mauvaises mères. Donc bien souvent, celles qui sont bien, celles qui naviguent beaucoup dans leur communauté, comme on le voit pas mal de fois, certaines fois en tout cas, nous avons des hommes qui peuvent justement menacer leurs femmes ou alors entériner leur réputation dans la communauté. Alors, tous ces scénarios placent les immigrants et les réfugiés devant de grands risques avec des conséquences graves. Toujours en parlant de défis, on va parler des défis relatifs à l'emploi et à l'éducation. Les femmes ne seraient pas préparées pour réussir dans le système d'éducation canadienne. Ça aussi, c'est une chose qu'on a vue. Simple exemple, dans beaucoup de cultures, quand on est étudiant, on a l'habitude de travailler ensemble. On a l'habitude de faire nos devoirs ensemble, on a l'habitude de faire nos essais ensemble, on a l'habitude de faire nos rapports ensemble, on a l'habitude de remettre des rédactions ensemble. Et ici, c'est reconnu comme du plagiat, donc vous risquez d'avoir un 0. Donc vous voilà en train justement de faire votre papier ensemble et le résultat c'est 0. Donc c'est pour ça que par exemple il faut pouvoir préparer nos clients par rapport au système d'éducation canadien, leur expliquer comment les choses se font, leur expliquer l'interaction un petit peu
dans un environnement éducatif. Les femmes ne seraient pas suffisamment familiarisées avec la culture professionnelle au Canada pour réussir sur le marché du travail. Alors, bien souvent, quand je donne des formations sur le marché de l'emploi et quand je donnais des ateliers de travail sur comment faire son CV, comment faire des entretiens d'embauche, justement, c'est une des grandes barrières, c'est se familiariser avec la culture professionnelle du Canada. Donc, cette fameuse Canadian experience, cette fameuse expérience canadienne où personne ne va vous expliquer ces petites choses invisibles dans le milieu professionnel, de l'interaction entre collègues et qui risquent bien souvent d'être une barrière, d'être des obstacles pour évoluer dans le milieu professionnel dans lequel ces femmes se trouvent. La langue peut faire obstacle au travail et aux études, évidemment. Donc, comme toujours aussi, pareil, plus votre niveau linguistique augmente et plus votre accès au marché avec des emplois et des positions qui correspondent encore avec vos qualités et vos expériences professionnelles seront accessibles. Ça, c'est le secret pour personne. Beaucoup de femmes ne seraient pas en mesure de trouver des gardes abordables, évidemment, leur permettant de travailler ou d'étudier. Donc là aussi, beaucoup de challenges par rapport à ça. Toujours trouver des garderies abordables pour les enfants. D'ailleurs, ce serait intéressant que je fasse un workshop. Ça m'a j'ai toujours été très curieux de savoir pourquoi les garderies étaient un tel problème dans l'Ontario et dans Toronto. Donc, ce serait intéressant d'explorer ça. En tout cas, ce type de situation peut les piéger dans un cercle vicieux qui les empêche d'aller de l'avant. Les défis toujours. Défis sur le plan physique et la santé mentale. Alors, les femmes peuvent trouver difficile d'obtenir des soins de maternité si elles n'ont pas de prestations de maladie. Là aussi, c'est des choses auxquelles il faut être tout à fait conscient pour nos clients. La pauvreté peut menacer aussi leur santé physique. On a vu aussi que l'approche d'une santé holistique, la pauvreté est un facteur sur la santé physique de nos clientes. La dépression sera un problème majeur si les femmes sont isolées, appauvries et opprimées par leur partenaire ou la société. Là aussi, nous avons vu que, oui, la dépression sur les immigrantes et sur les réfugiés, elles sont beaucoup plus exposées à cela. Et encore une fois, quand nous travaillons avec nos clientes, c'est toujours bon, toujours dans le rapport. Est-ce qu'elles ont bien dormi? Est-ce qu'elles ont bien mangé? Elles ont gagné? Elles ont perdu du poids? Comment ça se passe si nous avons affaire à des réfugiés qui ont été exposés à des situations traumatisantes? Demander si elles ont des flashbacks, si elles arrivent bien à dormir, si elles font pas de cauchemars, ce genre de choses. Donc c'est quand même assez important de voir à quel point la dépression a un impact sur les familles migrantes et réfugiées. Chose aussi très importante, la distance qui les sépare de leur famille et amis peut entraîner un sentiment de solitude extrême. J'étais dans le bus une fois pour aller au travail et il y avait une femme asiatique qui était assise avec son téléphone et elle était en Skype avec je pense avec ses enfants. Elle avait mis le Skype mais à fond le volume, donc tout le bus entendait sa conversation en mandarin avec ses enfants et c'était très intéressant de voir l'émotion qu'elle avait de parler à ses enfants parce que c'était peut-être la seule petite tranche horaire avant d'aller travailler, de pouvoir travailler, de pouvoir parler à ses enfants. Et je me souviens très bien quand elle avait éteint le téléphone, elle avait les larmes aux yeux, donc elle était très émotionnelle. Et de loin, on voyait tout de suite qu'elle avait mis les photos sur le screen, évidemment, de son téléphone, qu'elle avait mis les photos de ses enfants.
Et naturellement, spontanément, elle montrait les photos à tout le monde. Elle était vraiment donc parfaite étrangère, 8h30, tout le monde va au boulot, café à la main, et on a cette petite dame asiatique qui présente ses enfants à tout le monde. Et on voit à quel point ces enfants étaient essentiels pour elle. Et pas seulement ça, mais à quel point ces enfants lui manquaient. C'était vraiment, c'est là où on a, enfin pour moi en tout cas, où j'avais vu vraiment cette torture de tous les jours, à quel point la distance qui la sépare de sa famille et de ses enfants était vraiment un supplice pour elle de tous les jours. Donc ça aussi, c'est un facteur physique et santé mentale. Donc imaginez un petit peu cette solitude d'une mère de famille qui doit peut-être s'inquiéter tous les jours pour ses enfants et qui est à des milliers et des milliers de kilomètres et qui doit aller travailler tous les jours. Donc ça aussi, ça peut avoir aussi un impact sur sa capacité de travailler et de performer au travail. Certaines n'auraient pas accès à des mesures contraceptives, par exemple. Certaines n'auraient pas accès à des soins médicaux en cas de maladie. Donc tout ça, c'est très important. Donc c'est des choses peut-être à explorer. Nous arrivons maintenant au segment 3. Il est 2h45. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des petites observations sur ce qui a été dit ou des questions sur ce qui a été dit précédemment sur l'impact, sur les défis que peuvent rencontrer les familles migrantes et réfugiés? Est-ce que vous avez accès à vos questions? Il n'y a aucun problème là-dessus? C'est bon pour tout le monde? C'est dommage que je ne vous vois pas parce qu'à la limite, vous m'aurez, à la limite, secouer la tête ou faire un petit signe, ça aurait été super. Donc, j'espère que c'est bon. Parfait, donc on va continuer. Ah, Paula, tu m'entends maintenant? Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Excuse-moi, je viens de voir ta question. Sinon, vous m'entendez bien, tout le monde? Ok, parfait. Attendez. Question. Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui, parfait. Alors, là, nous arrivons à la section 3. C'est le défi des groupes d'immigrants spéciaux. Les femmes réfugiées. Donc là, nous avons un extrait de John Wilson Boris Drozdesdek, qui a écrit un livre qui s'appelle Broken Spirit, The Treatment of Traumatized Asylum Seekers, Refugees, War and Torture Victims. Donc, une de ces petites notes, des âmes lasses, déracinées, vivant en silence, un désespoir dans une mer de solitude. Leurs cris ne font pas le moindre bruit. L'existence est un abysse de douleur, baignant dans une incertitude troublante. Que reste-t-il du passé, mon Dieu? Qui suis-je maintenant? Donc, petit conseil, allez lire ce livre et vous m'en direz ce que vous en pensez. Parfait. Alors, beaucoup de réfugiés, dans certains cas leurs enfants, ont vécu des traumatismes horribles, kidnapping, viol, torture. Par conséquent, ils peuvent développer des formes complexes d'état de stress post-traumatique. Ce traumatisme peut se manifester sous forme d'abréaction, d'anxiété extrême, d'insomnie, de dépression grave, de confusion, de grandes réactions de sursaut, etc., etc. Je suis en train de voir s'il n'y a pas de questions en même temps. Parfait. Transformation complète de la personnalité à cause d'un traumatisme extrême. Donc là, on va voir différents cas et on va voir, on va commencer par les cas les plus graves et un petit peu explorer les différentes facettes par rapport à la santé mentale. Donc, nous avons pour ce premier cas l'inertie. Donc là, c'est pour les personnes les plus affectées.
Donc, il s'agit là d'un déséquilibre spirituel, d'une perte de la volonté de survivre, une absence totale de motivation, aucun souci de sa propre sécurité, une impuissance totale. Elle se présente comme une morte vivante, sans vie, vide, détachée, paranoïaque, régressive. Donc ça, c'est en général un des cas les plus extrêmes par rapport au traumatisme extrême que peuvent expérimenter les femmes immigrantes ou réfugiées. Deuxième cas, le vide. Donc, il arrive au deuxième rang des personnes les plus affectées. C'est une personne très passive, déprimée, épuisée, retirée, centrée sur elle-même et incapable d'établir des relations sociales. Elle fera preuve d'insécurité, de besoin, de dépendance, d'un besoin de directive et d'une structure et de prévisibilité. Alors, surveiller des signes de tendance suicidaire et de méfiance extrême. Donc, en général, certains cas, vous avez des cas de tendance suicidaire. Donc, c'est à prendre en considération aussi. Ensuite, nous avons, on va voir une autre. La fragmentation, c'est un état fragile, un sentiment incomplet. Elle a l'impression de s'effondrer, une autonomie inadéquate, difficulté à gérer ses relations personnelles et professionnelles, peut se dissocier, paraître dépendante et méfiante. Donc là aussi, ça peut avoir un impact sur l'environnement professionnel et ses capacités d'accéder à un emploi décent avec un revenu décent. Le déséquilibre, l'instabilité émotionnelle extrême, peur terrible de l'abandon, du rejet et d'être seul. Donc nous avons là des relations interpersonnelles mouvementées et gravement perturbées. Nous avons aussi en clair de fortes réactions émotionnelles, de l'anxiété et à manifester de l'agitation et paraît un petit peu manipulatrice. Je ne sais pas pour ceux qui ont participé au webinaire de l'année dernière, je crois. On avait commencé un petit peu à parler de ces différents caractères, de ces différents groupes par rapport à la santé mentale. Donc j'espère que si vous avez l'occasion, c'est très très intéressant, si vous avez l'occasion, continuez à faire des recherches par rapport à ça. Ça vous permettra aussi pas mal de reconnaître certains signes avant-coureurs pour pouvoir aider et pouvoir soutenir vos clients. Ensuite, nous avons la surcharge, personnalité rigide. Elle présente des troubles obsessivo-compulsifs. Elle s'engage dans les rituels pour composer avec une forte anxiété. Niveau élevé d'énergie, probablement déni. On compense pour le manque aperçu d'efficacité pour une surcharge de travail. La routine et la discipline pour bloquer les souvenirs. Donc ça aussi, c'est aussi un groupe qu'il faut garder, j'allais dire, sous l'œil, mais qui peuvent avoir aussi beaucoup de conséquences négatives dans un milieu professionnel. Donc ça aussi, je vous invite aussi à être en contact avec OnFook, qui va pouvoir aussi vous donner un petit peu plus de ressources par rapport à ces catégories et à ces signes sur les maladies mentales. L'amnésie, s'enracine, détaché, isolé, se méfie des autres, rejette les critiques des normes sociales, manque de résilience, une méfiante, elles sont bien souvent méfiantes et solitaires. Il y a toujours ce vide, cette absence d'un système de croyance cohérent. Ensuite, nous avons ce qui est conforme. Là, nous entrons dans une catégorie un petit peu, ce qui est plus normal, entre guillemets. Donc, c'est des cas un petit peu moins sévères. C'est adapté à la société, cherche la sécurité en côtoyant des gens, conventionnel, exagéré en été vers les groupes et la société. Bien souvent, elles ont besoin d'approbation pour adhérer à des valeurs sociales et bien souvent, pareil, bien adaptées.
Grandiose. Elle cherche à être reconnue par les autres, elle comprend une mauvaise estime de soi, des blessures psychologiques. Donc bien souvent, elles vont parler beaucoup de leur diplôme, de leur réussite. Elles sont beaucoup dans cette espèce de quête de recherche de la reconnaissance. Elles ont une grande énergie et autonomie, elles ont besoin d'approbation, surtout auprès de ceux qui ont du pouvoir. Donc elles ont un fort sentiment de droit acquis, mécontentes lorsqu'elle n'est pas reconnue. Je regarde là, oui, nous sommes, il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de tout couvrir. Ensuite, nous avons la cohésion. La cohésion, c'est l'adaptation idéale. Elles sont résilientes, c'est remise de grands stress et traumatismes, semblent énergiques, sûres et bien, et semblent bien se reconnaître. Sociale, très adaptive et se soucie de la justice dans le monde, l'équité, l'éthique et la vérité. Donc bien souvent, par exemple pour ce cas, nous avons des personnes qui deviennent activistes, qui prennent part aux choses, qui veulent créer du changement. Bien souvent, elles ont ce traumatisme, ont décidé de continuer un petit peu. Donc c'est bien souvent ce qu'on arrive à avoir dans ce trait de la cohésion. L'accélération, donc là aussi très individualisé, résilience absolue, principes moraux, altruistes et maître d'elle-même, à peut-être créer une coupure avec son passé. Ça aussi, ça arrive. Traite des grandes étapes de la vie par anticipation, peut apparaître comme une vieille âme. Old soul, comme on dit en anglais. Aussi, méthode très créative pour composer avec les obstacles et très humanitaire. Toujours en continuant, on va voir aussi transcendance intégrée, donc une capacité d'adaptation désirable, grand niveau d'autonomie et de valorisation. Elle a vaincu avec succès de grandes adversités, a besoin de s'épanouir, transcendance spirituelle, ne fait qu'un avec le monde, sage, transformée, inspirante. Ok? Et on en parle aussi dans le chapitre 6 de Broken Spirit. Alors, les défis des groupes d'immigrants spéciaux. Alors, défis des réfugiés selon leur niveau d'adaptation. Alors, il y a beaucoup de défis, au niveau des soins de santé mentale, spécialistes des traumatismes. Ça, c'est un gros défi. C'est très intéressant de voir qu'on parle beaucoup. Tout le monde connaît le statut de réfugié. Ici au Canada, on en parle beaucoup. Mais, au point de vue ressources adaptées justement à ce genre de traumatisme, ou d'organismes qui sont spécialisés à ce genre de traumatisme, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Counseling individuel ou familial, ça aussi c'est un gros défi. Donc d'une part parce que le counseling individuel ou familial, culturellement, c'est pas forcément un automatisme dans les différentes cultures francophones. Donc il y a une certaine appréhension pour le counseling individuel ou familial. Et deuxièmement, qui dans ce counseling est culturellement adapté ou a suffisamment, j'allais dire, de conscience ou de prise de conscience par rapport aux besoins spécifiques de ces femmes immigrantes et réfugiées. Un gros défi aussi, c'est l'aide en cas de crise. Ça aussi, c'est un gros défi. Qui appeler, comment appeler en cas de crise, par exemple familiale, de couple, la méfiance que l'on a par rapport aux instances gouvernementales ou aux instances de police, ça aussi c'est un gros défi. Le soutien instrumental basé sur les forces, tâches choisies pour les aider à aller de l'avant en fonction de leur aptitude et compétences personnelles. Donc là aussi c'est un autre défi auquel font face les femmes immigrantes et réfugiées. Comment pouvoir justement se focaliser sur leurs points positifs, leur permettre d'aller de l'avant, leur donner ce petit oomph pour continuer à avancer. Ensuite, discussion des options et des stratégies appropriées pour faire face aux défis. Restructuration cognitive. Alors un autre défi où on commence
ça commence on commence tout juste à en parler dans les différentes communautés. On commence à aussi en parler dans les différents organismes qui sont spécialisés dans l'aide et les services aux femmes, aux immigrants et aux réfugiés. Les défis pour les immigrantes LGBTQ, ça aussi, ça commence à devenir problématique. C'est semblable aux défis que les autres LGBTQ doivent surmonter, mais peuvent avoir à composer avec un défi double si elles font également partie d'une minorité visible et si elles ne maîtrisent pas l'anglais. Donc ça aussi, c'est un gros problème. Il y a une expérience contigüe de marginalisation, surtout si elles ont des troubles mentaux ou physiques. Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles je pense les différents organismes d'établissements se spécialiser aussi pour donner des services aux réfugiés et aux immigrants devraient commencer sérieusement à se pencher. Donc ça commence à devenir un défi. Les défis propres aux immigrantes LGBTQ. Alors tout déjà, la pauvreté. Nous sommes en train de parler par exemple des trans. Plus de 50% des transsexuels vivent avec moins de 15 000 $ par année. Donc, pourquoi la pauvreté chez les trans? Déjà, ce sentiment de différence, c'est l'accès au marché du travail. Donc, bien souvent, nous avons encore, j'allais dire, un stigma, une ignorance envers, plus qu'une ignorance, un préjudice envers les personnes transsexuelles. Donc, forcément, l'accès au travail et la discrimination est extrêmement forte pour ces catégories de personnes. Stigmatisation et discrimination dans le logement, dans l'emploi, dans les prestations de services. Un niveau accru d'agression physique et sexuelle, sans oublier le harcèlement physique. Niveau accru de dépression, d'anxiété, de troubles obsessio-compulsifs, de phobie, de suicide, d'actes d'autodestructeurs et de toxicomanie. Donc ça, c'est un gros... ça aussi, ce sont des facteurs qui ont un impact sur les immigrantes LGBTQ et aussi les réfugiés LGBTQ. Le risque d'état de stress post-traumatique est doublé chez les personnes LGBTQ, c'est les femmes LGBTQ, et la discrimination internalisée, évidemment. Alors, une société, qu'est-ce qui pourrait aider? C'est tout bête, hein, ça a l'air un petit peu comme ça, un peu gentil, Miss Univers, comme on dit, mais c'est quand même important. C'est quand même, il faut une société plus coopérative et compréhensive, famille, lieu de travail, les quartiers. Donc ça devient un petit peu, c'est le premier pas. Personnellement, je pense que travailler avec les personnes de Wondfook aussi, c'est quelque chose de très très important. Des groupes d'intervention, assembler les LGBTO pour former les LGBTQ, pour former une communauté, soirée sociale, repas partage, activités de groupe, ça devient de plus en plus important. Le counseling familial, lorsqu'une personne affirme son identité, donc c'est pas seulement, ça aussi c'est très très important. Parce que bien souvent, les personnes pensent que le coming out, c'est une grosse étape pour les personnes LGBTQ en général dans la communauté, mais c'est aussi un énorme choc pour les familles, une énorme surprise. Donc le counseling familial est aussi très très important. Donc qu'on le veuille ou non, ça va avoir un impact sur les familles, ça va créer des tensions familiales, ça va créer aussi des traumatismes, des dépressions plus ou moins importantes chez certains membres de la famille. Donc le counseling familial est très très important. Il faut aussi des séminaires axés sur le prestataire de services et d'informations auprès des employeurs. Donc ça aussi, je pense que c'est essentiel de le faire. Soutien personnalisé de la communauté, ça aussi très très important. Et évidemment des ressources juridiques et en matière de droits de la personne. Alors comment ça peut se faire? Alors pour répondre aux besoins des immigrantes et de la composante économique, prendre contact avec des associations d'amélioration des affaires, par exemple.
Joindre des clubs de service, c'est aussi très important. Créer son propre séminaire d'affaires, ça peut être aussi très intéressant. Un petit truc que j'ai commencé à explorer un petit peu plus activement, en tout cas ici à Toronto, c'est les meet-up. Les meet-up d'affaires. Donc bien souvent, j'ai parlé à certains de mon réseautage. Par exemple, les Toastmasters. Je sais que Paula, toi, tu fais Toastmasters aussi. Les réseautages de femmes d'affaires dans l'Ontario. Il y a des meet-up pour les minorités visibles en matière de réseautage pour les affaires. Donc ça aussi, ça peut être très 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 intéressant pour pouvoir aussi aider nos clientes immigrantes et réfugiées. Les contacts avec les institutions d'enseignement et de reconnaissance des titres de compétences. Donc ça aussi très très important. Options de services de garde, coopérative, garderie, groupe de mères, obtention de subventions pour la garde de jour, organiser un service de garde privé, par exemple. Ça peut être aussi très, très intéressant. Enfin, pour aider les femmes au foyer, celles qui sont les femmes au foyer qui sont isolées, distribution de dépliants dans les quartiers résidentiels, faisant la promotion de clubs de jour pour les nouvelles arrivantes. Ça aussi, ça peut être aussi une façon de faire du outreach, une façon aussi de pouvoir avoir accès à ces populations. Donc, bien souvent, pendant la journée, elles sont à la maison. Un petit flyer, ça peut permettre aussi de pouvoir commencer à établir le contact et à commencer leur outreach. Sensibilisation dans les écoles pour organiser des groupes de mères, aussi très important. Donc, bien souvent, les écoles sont aussi une alternative pour pouvoir faire le outreach pour les femmes immigrantes et réfugiées. Donc aussi, je pense aussi une sensibilisation auprès du personnel enseignant, ça peut être aussi très très important. Le système de compagnons, jumeler les femmes aussi, c'est très très important. Elles ont peut-être la possibilité de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a à peu près le même parcours, qui a fait face peut-être au même challenge et qui connaît un petit peu mieux le système et qui va pouvoir les aider à naviguer ce système justement. Les cartes d'information, quels sont vos droits évidemment. Donc ce genre de carte permet de résumer rapidement et donner des informations importantes et critiques de façon rapide et condensée. Un petit peu de ressources pour les survivants de la violence conjugale, par exemple. Alors, contactez les ressources juridiques pour les informer des besoins des immigrantes. Très, très important. Je pense que c'est, là encore, nous sommes en train encore de parler de compétences culturelles, éduquer les institutions, aussi bien juridiques que de police, que de soutien à tous les départements qui sont en rapport avec la violence conjugale. Discuter avec la police au sujet des besoins des immigrantes et réfugiés, faire référence à l'unité de violence conjugale. Vous avez ici sur votre PowerPoint www.torontopolice.ontario.ca/community/domestic violence. Lien des ressources relatives à la violence conjugale pour les femmes. Là aussi, vous avez les services familiaux. Family Service Toronto, c'est pas mal aussi. Autre chose, l'information bancaire et financière pour les survivantes. Demander aux banques d'adapter des services. C'est récemment, par exemple, enfin récemment, ça fait quelques années maintenant, j'avais discuté avec des banques qui étaient dans notre quartier et qui n'étaient pas du tout au courant du pool de clients potentiels qui n'avaient aucune credit history, qui n'avaient aucune histoire de crédit. Et il est apparu un nouveau produit, la petite carte Visa, où on met minimum de 200 ou 500 $. Et grâce à cette petite carte Visa, ça vous permet tout de suite de commencer à construire votre historique de crédit. Ce qui permet, encore une fois, grâce à l'historique de crédit, de pouvoir avoir accès à des services. Donc, la carte
est devenue, elle commençait à devenir un petit peu plus commune et commençait à être quand même un produit à part entière par rapport aux autres cartes de crédit qui permettait aux nouveaux arrivants justement d'utiliser cette carte de crédit pour pouvoir augmenter leur historique de crédit. Donc ça aussi, les informations bancaires et financières qui peuvent s'adapter, qui doivent s'adapter aux besoins spécifiques des réfugiés et des immigrants. Signaler toute violence conjugale à la police, ça aussi très important. Signaler toute violence faite aux enfants, aux sociétés d'aide aux enfants. Ça aussi, c'est primordial. Alors, toujours pour les réfugiés, nous avons aussi demandé aux services de santé mentale de se renseigner au sujet des traumatismes. C'est aussi très important. Donc, nous avons bien souvent des, euh, des traumatismes ici au Canada qui ne sont pas forcément les mêmes que pour les réfugiés et les immigrants. Donc, nous avons demandé, bien souvent, c'est quand même encore nouveau, mais il s'établit un dialogue, il s'établit une conversation avec les institutions de la santé mentale pour pouvoir se renseigner sur les différents traumatismes, pour pouvoir commencer à explorer aussi aux solutions, aux remèdes, aux approches avec les spécificités des femmes immigrantes et aussi des femmes réfugiées pour pouvoir donner une solution appropriée à leurs besoins. Donc nous avons référence à Women's Health Matters, Women's College Hospital. Vous avez le lien ici. Faire référence au service de traumatisme de Family Service Toronto, ça aussi, très intéressant. Faire référence à la clinique de traumatisme psychologique de Mount Sinai, aussi. Organiser des séminaires pour favoriser l'intervention des services de santé mentale sur les problèmes culturels. Hong Fook en fait maintenant de plus en plus. Créer des groupes de soutien pour les réfugiés le jour et le soir. Et faire référence au Roxdale Women's Center. Donc tout ça, vous avez les renseignements sur le PowerPoint. En matière de référence pour les femmes LGBT, connecter les femmes aux ressources de la communauté gay. Nous avons le Free Asshole Clinic, qui a des jours spéciaux pour les femmes, jours spéciaux pour les hommes. Counseling familial pour les gays et les lesbiennes. Nous avons David Kelly Service, Family Service Association, qui peut être une bonne ressource. Service d'établissement pour les nouveaux arrivants au centre communautaire, le 519 Shore Street Community Center. Ils ont pas mal de services en matière pour les nouveaux arrivants. Donc ça aussi, ça peut être des petites options à pouvoir explorer pour vos services et pour vos clients. Et nous arrivons à la fin et nous sommes un petit peu en avance. Donc c'est le moment de Q&A, des petites observations. Si vous voulez rajouter aussi des petits commentaires, si vous avez des ressources aussi que l'on n'a pas mis sur notre PowerPoint, n'hésitez pas. Ce webinaire sera mis sur le site web de Hong Fook dans à peu près 1 week or 2 weeks to put it 2 weeks, dans 2 semaines. Ce sera mis sur le site web de Hong Fook. Donc n'hésitez pas à passer nous voir sur le site web. Et moi, ça fut un énorme plaisir encore de faire cette présentation pour Hong Fook et en espérant vous voir l'année prochaine pour parler encore de ces différents sujets qui sont très très intéressants, qui me passionnent personnellement. Merci à vous, merci à tous. Est-ce que nous avons des questions? Tout le monde? Merci à toi, Paula. Pas de problème. Merci à vous tous. Une excellente après-midi à tout le monde. Et oui, vous pouvez avoir le PowerPoint. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par email, ça. Can they have the PowerPoint by email? Oui, on peut vous l'envoyer par email, il n'y a aucun problème.
Ce sera fait, Angela, et pas de problème. Pour les autres, un grand merci. Ah oui, pour les ressources à la fin, oui, très important, tout à fait d'accord. Parce que ça permet aussi d'avoir de bons liens. Donc oui, ce sera fait avec un grand plaisir. Donc on vous enverra le PowerPoint. N'oubliez pas que le webinaire sera mis sur le site web dans à peu près 2 semaines. En attendant, un grand merci à tous, une très bonne après-midi et au plaisir de vous voir très bientôt, peut-être aussi pour un autre webinaire. Merci, au revoir.